Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 20h12 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On va un peu parler d'Ukraine. On reparlera évidemment dans un instant, c'est très important, des agriculteurs, la mobilisation des agriculteurs. Emmanuel Macron qui leur a garanti que le projet Mercosur ne convenait pas à la France en l'état. Bien sûr, vos réactions, on réécoutera les mots d'Emmanuel Macron. Mais ce qui se passe en Ukraine ce soir est important. On va joindre Régis Le Sommier. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendiez. Vous êtes là, Régis Le Sommier, journaliste, grand reporter. Vous êtes en direct de la ville russe de Koursk, à la frontière avec l'Ukraine. Régis Le Sommier. Merci d'être avec nous. D'abord, peut-être que je voudrais vous entendre et que vous expliquiez aux auditeurs d'Europe 1 pourquoi Joe Biden autorise ce soir, pour la première fois depuis le début du conflit, l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles longue portée. Ça a un sens. Régis Le Sommier. Alors, on va peut-être essayer de rappeler Régis Le Sommier qui ne nous entend pas, semble-t-il. Non, je disais que c'est vrai que c'était important. C'était important de le signaler parce que Trump va prendre les commandes. Donald Trump, va prendre les commandes des États-Unis prochainement. Et il n'a pas du tout la même politique que Joe Biden vis-à-vis de l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est terminé là. Je crois que l'aide américaine pour l'Ukraine, c'est un peu fini, non, Nathan Devers ? Bien sûr. Alors, il faut rappeler plusieurs choses. D'abord que Donald Trump, depuis toujours, a une sorte de fascination, presque d'attirance pour les autocrates. Et que vis-à-vis de Vladimir Poutine, ça a toujours été le cas. Je vous rappelle que juste après sa première élection en 2016, la presse américaine avait révélé des informations, rumeurs, plus ou moins vérifiées, selon lesquelles il était peut-être tenu par les services russes. C'était resté comme une sorte de grande interrogation dans le débat public américain. Peu importe à la limite la question de savoir dans quelle mesure les Russes ont des dossiers sur Donald Trump liés à ses déplacements, à ce qu'il aurait pu faire quand il était un homme d'affaires, quand il était allé à Moscou. Peu importe. Chaque fois que Donald Trump a interagi avec Vladimir Poutine pendant son premier mandat de président, de 45e président, il s'est comporté en antipatriote. L'Amérique, à l'unanimité, avait été choquée de voir qu'à Stockholm, il avait dit publiquement, qu'il accordait davantage de confiance aux déclarations de Vladimir Poutine plutôt qu'aux enquêtes menées par ses propres services secrets de renseignement. C'est incroyable. Donc ça, c'est incroyable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que concernant l'Ukraine, Donald Trump a dit qu'il allait faire la paix en 24 heures. Et cette paix-là, on a bien vu de quelle nature elle était. On l'a vu de deux manières. On l'a vu par le fait que quand il a eu un appel avec le président ukrainien Elon Musk, qui est un milliardaire, qui n'a aucune légitimité à faire cela, à participer à l'appel. On l'a vu aussi au fait que Elon Musk, si vous regardez son compte Twitter, il a publié récemment, ces derniers jours, des tweets extrêmement insultants à l'égard de Zelensky. En gros, Zelensky, maintenant, il a peur, il a les chocottes depuis que Trump est président, etc. Et il est évident que quand Trump arrivera au pouvoir, la paix qui sera faite en 24 heures, ce sera en effet une paix très rapide, mais au détriment de l'Ukraine. Et aux conditions de Vladimir Poutine. Ouais. Et j'aimerais juste dire une dernière chose sans monopoliser la parole, c'est que quand on regarde l'histoire de Vladimir Poutine, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ça s'est passé systématiquement de la même manière. Entre la Géorgie, entre la Syrie, entre la Tchétchénie, entre aujourd'hui l'Ukraine, le sort des opposants politiques, systématiquement, l'Occident s'est couché. Il s'est systématiquement couché pour la même raison, c'est-à-dire en pensant que ça ménageait Poutine, qu'on créait une paix, qu'on allait l'empêcher d'aller plus loin. Et systématiquement, Vladimir Poutine, qui est un homme extrêmement intelligent, s'est dit « l'Occident, c'est une civilisation de faibles, j'avance à mon but supérieur, à mon but prochain. » Et donc, c'est exactement ce que Donald Trump est en train d'organiser, donc, il déroule le tapis rouge à Vladimir Poutine, bien en fait. sûr, et Biden a raison. Là, c'est un peu trop tard peut-être, mais dans les 2 derniers mois qui lui restent, de dire si je peux faire quoi que ce soit pour empêcher ce déclin qui discréditera profondément les États-Unis et l'Occident, eh bien, essayons. Régis Le Sommier, est-ce que vous nous entendez ? Vous êtes en direct de la ville. Je vous entends. Régis Le Sommier, on est ravis d'entendre votre voix sur Europe 1. Vous êtes en direct et c'est pour ça que la liaison n'est pas simple. De Koursk, vous êtes à la frontière ukrainienne, côté russe. Je ne sais pas si vous avez entendu les mots de Nathan Devers qui a expliqué en substance, je vous résume avec beaucoup moins de talent bien sûr, que Donald Trump va changer la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine, que Donald Trump va dérouler le tapis rouge à Vladimir Poutine afin qu'il y ait un accord qui soit trouvé avec l'Ukraine, mais que l'Ukraine perdrait, et que c'est pour cette raison que Joe Biden autorise ce soir pour la première fois l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles longue portée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Alors écoutez, moi, la question des missiles longue portée, elle concerne justement précisément la région dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire le front de Koursk. Pour le moment, Joe Biden demande de limiter l'emploi de ces missiles, mais en effet, les attaques AMAX, c'est-à-dire les missiles longue portée fournis aux Ukrainiens par les Américains, vont être probablement tirés. Et nous, là, je me trouve à côté de la centrale nucléaire de Kourchatov, qui est au nord de la poche qui a été conquise par les Ukrainiens. J'espère qu'on va pas avoir des attaques cette nuit. Ah, vous redoutez des attaques cette nuit, là, du côté de Koursk? L'usage autorisé par les Américains. Pardon ? Vous redoutez des attaques cette nuit, Régis Le Sommier ? Oui. Oui, tout à fait. Moi, l'endroit où je suis, là, je sors de 3 jours sur le front avec les troupes russes contre les troupes ukrainiennes. J'étais avec une équipe de dronistes, c'était absolument incroyable et c'était d'une intensité rare parce que les Ukrainiens tiennent dans ce front. Ils tiennent sur le saillant de Soudja, qu'on appelle. En revanche, sur les autres portions du front, l'armée ukrainienne est clairement en recul et il y a vraiment un risque d'effondrement du front. Simplement, cette carte de la présence des Ukrainiens en Russie, sur le territoire de Russie, c'est peut-être la dernière carte de Volodymyr Zelensky. Et il y a une volonté de la part des Ukrainiens de rester, de maintenir puisque Poutine a dit qu'il ne négocierait pas tant que les troupes ukrainiennes se trouvent sur le territoire de Russie. Voilà, c'est une situation extrêmement compliquée. S'il y a des missiles à haute portée, longue portée utilisés, voilà, nous on est dans une ville où il y a une centrale nucléaire de type Tchernobyl. Voilà, c'est une centrale qui peut recevoir des impacts. On est dans une situation qui est extrêmement critique. La nuit dernière, on a entendu, par contre, dans l'autre sens, les missiles russes allaient frapper la ville de Kiev. Ils sont passés juste au-dessus de nous. Et voilà, donc c'est quand même une phase de la guerre extrêmement incertaine où chacun. Et en effet, ce que disait Nathan est vrai. Poutine essaye de pousser son avantage au maximum, d'essayer de récupérer un maximum de territoire. Si négociation il doit y avoir, simplement la question de la présence des Ukrainiens sur le sol russe empêche pour le moment toute négociation du point de vue des Russes. Et je pense pas que Donald Trump soit personnellement, enfin ça c'est mon avis personnel, puisse amener Poutine à une négociation, d'autant que les troupes russes, je vous le disais tout à l'heure, sont vraiment à l'offensive. On le voit à Kupiansk, on le voit à Krovsk, toutes les villes du sud sont quasiment assiégées et les bastions ukrainiens, les derniers bastions ukrainiens du Donbass pourraient tomber assez rapidement. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait un effondrement du front à un moment, à un endroit, et à ce que les Russes avancent de façon beaucoup plus nette, peut-être jusqu'au Dniepr. On se dit les choses, Régis Le Sommier. Franchement, oui. Alors Ursula von der Leyen a dit ce soir que l'Ukraine pouvait compter sur le total soutien de l'Europe, mais là, vu la situation que vous nous décrivez, j'ai envie de dire c'est mal barré là pour l'Ukraine. C'est-à-dire que les frontières de l'Ukraine risquent de bouger. Je vais vous poser la question. On va peut-être écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron. Lui aussi s'est exprimé depuis l'Argentine sur le tarmac. Régis Le Sommier. Voilà ce qu'il a dit sur l'Ukraine. Je crois qu'il est clair que les intentions du président Poutine sont d'intensifier ces combats. On le voit depuis plusieurs semaines. Et donc, dans ce contexte, nous devons tenir nos engagements à l'égard des Ukrainiens, c'est-à-dire leur permettre de mener cette guerre de résistance. Et je crois qu'aujourd'hui, si on a besoin de savoir quelles sont les intentions de M. Poutine, ce qu'il vient de faire sur le terrain les signe clairement. Quelles que soient ses déclarations, il ne veut pas la paix et n'est pas prêt à la négocier. Et je crois que notre devoir à tous, c'est véritablement de pousser la Russie à cesser le combat pour négocier la paix selon des termes respectueux du droit international. Régis Le Sommier, vous venez d'entendre les mots d'Emmanuel Macron. Que dites-vous ? On a l'impression finalement d'être... très bien, on soutient l'Ukraine, on a soutenu l'Ukraine depuis le début. Emmanuel Macron a beaucoup soutenu l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne dit la même chose ce soir, mais dans les faits, est-ce que cette guerre n'est pas perdue, Régis Le Sommier ?
Écoutez, ce que dit Emmanuel Macron, il semble indiquer que Vladimir Poutine aurait demandé à ses troupes d'intensifier le combat. En réalité, le combat, il est toujours aussi intense, et ce depuis des mois. Ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est pas un déficit d'armes, c'est un déficit d'hommes. Le problème, c'est que l'Ukraine n'arrive plus à reconstituer ses brigades. La plupart d'entre elles ne sont plus que des peaux de chagrin. Elles ont été usées par les combats, et l'Ukraine n'arrive pas à recruter. Et tant qu'il n'y a pas d'hommes, on peut avoir tout le matériel possible de l'Occident, toute l'aide. Si on n'a pas des hommes pour les envoyer dans des tranchées, parce que il s'agit d'une guerre type Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des guerres auxquelles la France n'est plus habituée, type Seconde Guerre, voire Première Guerre mondiale, eh bien, avec un front extrêmement intense, qui est extrêmement demandeur justement de ce matériel humain. Et l'Ukraine, actuellement, est à bout de souffle et n'arrive plus à recruter. Et je crois que c'est pas OK, on peut accuser Poutine, on peut continuer avec cette rhétorique, on va aider l'Ukraine à faire une guerre de résistance, mais ça va. Voilà, la vérité, c'est que nous n'avons pas les troupes pour les envoyer en Ukraine. Emmanuel Macron avait parlé d'envoyer des troupes, mais où sont-elles? C'est pas 30 000, 40 000 hommes que déployés français qui vont pouvoir contenir le flot des troupes russes. Ces troupes russes, elles sont extrêmement bien organisées. Elles ont beaucoup appris de leurs échecs. Elles perdent des hommes aussi, certainement pas d'ailleurs au chiffre de 1000 hommes par jour, puisque nous on voit bien au niveau des hôpitaux ici sur le front de Koursk, il y a une activité, certes, il y a des pertes, mais on n'est pas à 1000 hommes par jour, comme j'ai entendu certains dire depuis la France en citant des sources totalement anonymes, voire des sources uniquement ukrainiennes. Mais si vous voulez, donc on arrive à un point de bascule dans cette guerre, parce que maintenir plus de 800 kilomètres de front comme le fait l'Ukraine, avec une possible offensive aussi dans le sud, à Zaporijia, où les Russes ont reconquis certains villages, donc il y a probablement 4 fronts, on va dire, entre Kupiansk à l'est de Kharkov, le Donbass, la zone dans laquelle je suis donc en Russie cette fois, du côté de Koursk, et le sud. Clairement, on arrive à une situation où le basculement est possible, et dans ce cas-là, il faut voir aussi que la géographie du Donbass, c'est-à-dire qu'une fois les dernières forteresses ukrainiennes conquises, si elles doivent être conquises par les Russes, eh bien la géographie est totalement plate, c'est-à-dire que jusqu'au Dniepr, ce ne sont plus que des plaines à blé sur lesquelles les blindés russes n'auront aucun mal problème, effectivement, à intervenir. Ce sera la période de l'hiver, donc là on est dans une période qui s'appelle la Rasputitsa ici. Mais je crois qu'il fallait pas utiliser les chars à ce moment-là. Difficile. Non, c'est ça, il fallait pas utiliser les chars à ce moment-là, à cette période-là de l'année, Régis Le Sommier. Alors, il faut pas utiliser les véhicules, ce qui est beaucoup plus difficile. Les chars, on peut les utiliser, encore que c'est compliqué, mais le problème, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que c'est une guerre où le drone a pris une importance considérable. Nous venons de passer 3 jours avec une équipe de dronistes. Ils arrivent à cibler plus d'impact chez leur adversaire que l'artillerie aujourd'hui. C'est-à-dire que le drone a pris le contrôle du champ de bataille. C'est absolument incroyable. Et la nuit, les Ukrainiens envoient des drones côté russe qui s'appellent Baba Yaga, qui est un nom de sorcière. C'était la sorcière qui faisait peur aux enfants dans la mythologie slave. Le drone Baba Yaga, c'est un drone agricole sur lequel les Ukrainiens ont fixé des mines, et ils se baladent au-dessus des maisons. Dès qu'il y a des soldats dans les maisons, ils balancent la mine et ils oblitèrent complètement la maison. Donc l'espace aérien est complètement saturé par les drones. Incroyable, des voitures à toute allure sur les routes avec des brouilleurs pour essayer d'éviter justement d'être percutés par ces drones. Et l'activité des dronistes côté ukrainien et côté russe, c'est jouer à essayer de se capter, que chacun capte la fréquence de l'autre pour essayer de faire tomber le drone de l'adversaire, ou brouiller sa fréquence, comme ça il n'a plus d'accès à son drone. Et l'objectif, évidemment, c'est de faire percuter un véhicule par le drone, et c'est ce qui se passe tous les jours, et ça, c'est beaucoup plus efficace que l'artillerie. Mais vous avez la combinaison artillerie et drone,
et voilà comment se fait la guerre. Alors, incroyable. Quand on a une La guerre guerre comme ça, évolue. effectivement, on comprend un peu plus que ça n'avance pas très vite, si vous voulez, parce que chaque adversaire essaye de contrer celui qui est en face. Voilà. Juste une question encore, Régis Le Sommier. D'après les États-Unis et l'Ukraine, il y a 50 000 soldats, dont plus de 10 000 venus de Corée du Nord, qui ont été mobilisés par Moscou dans la zone où vous vous trouvez, cette zone proche de la frontière ukrainienne, à Koursk justement. Est-ce que vous en avez croisé ? Alors non, je n'ai pas croisé de Nord-Coréens. En revanche, j'ai croisé des Chinois, des Colombiens. Il y a un régiment en effet d'une division qui s'appelle la division sauvage Donbass, qui s'appelle Pietnachka, et ce régiment est composé de volontaires étrangers. On a été assez surpris justement dans l'équipe de drones de ce régiment de découvrir un Chinois de Chine. Qui venait apporter ses compétences à l'armée russe et travailler avec les Russes, avec un espèce de sabir d'anglais, voilà. Il y avait des mercenaires clairement des mercenaires sri-lankais et colombiens. En revanche, je n'ai pas vu de Nord-Coréens. 10 000, ça me paraît beaucoup parce que vous savez, la zone n'est pas très très grande. Nous, on évolue jusqu'à la frontière ukrainienne. On y était donc hier soir. On est revenu vers la ville de Kourtchatov aujourd'hui. On a fait une incursion à Koursk. Ouais. S'il y avait on est avec des militaires russes. S'il y avait des Nord-Coréens par dizaines de milliers, je pense qu'on vous les auriez vus. Ou alors Vous les auriez vus, Régis Le Sommier. Ouais. Non, c'est sûr. Je pense que oui. Mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Oui. Mais je pense plutôt pour des conseillers techniques, des gens attachés sur les fonctions fonctions support, comme les missiles. Vous n'avez pas les vu. Coréens ont fourni des missiles aux Russes. Bon, Régis Le Sommier, faites attention à vous. Faites attention à vous, s'il vous plaît. J'aimerais bien vous revoir dans le studio d'Europe 1 en grande forme. Oui, c'est toujours un plaisir. Voilà, merci. Ça vous fait plaisir aussi. Faites attention à vous. Merci infiniment. C'était passionnant comme toujours. Merci beaucoup. Juste peut-être un mot, Gabriel Cluzel, sur ce constat que nous faisons ce soir. Fort de ces informations, on en est à un tournant de la guerre. Et franchement, ça sent pas bon pour l'Ukraine. Je le dis un peu simplement. Non, ça fait un petit moment qu'on dit que c'est pas bon pour l'Ukraine, ça c'est une évidence. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est probablement l'arrivée de Donald Trump qui a fait bouger les lignes, parce qu'il est arrivé, c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Il n'a pas encore besoin d'être nommé président, que déjà c'est comme s'il agissait par la vision qu'il a donnée par le passé. On sait très bien que Zelensky a dit qu'il était prêt à une paix en 2025. Vous savez, quand se prépare la paix, eh bien les deux lignes avancent, parce que ce seront sur les bases du terrain gagné au moment où sera signée la paix que auront lieu les pourparlers. Donc chacun, je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais chacun a intérêt à avancer très très vite, parce que ce sera sur cette base-là que sera faite cette paix, que sera décidée cette paix. Moi, je trouve un petit peu manichéen de dire qu'il y aurait Trump en lune de miel avec Poutine. Il y a un tout petit caillou entre Poutine et Trump, c'est la Chine, vous venez d'en parler. Et puis Biden qui aurait vraiment beaucoup aidé Zelensky. Vous savez, les Ukrainiens précisément étaient assez agacés par Zelensky, par ce qu'ils estimaient être une forme de pusillanimité. Et en fait, comme Emmanuel Macron, du reste, vous savez, c'est les Ukrainiens qui avaient inventé le verbe macroner, parce que tout simplement l'Occident veut bien que l'Ukraine se batte contre les Russes, mais qu'envoyer des soldats ou le faire concrètement, là, c'est une aide concrète, c'est proprement autre chose. Et d'ailleurs, je vais rendre hommage à Régis Le Sommier, c'est lui qui disait que cette guerre, c'est Verdun. Vous savez, on parlait de Verdun la dernière fois, plus les drones. Eh bien, je crois que nous ne sommes ni prêts, ni psychologiquement, ni militairement à ce genre de guerre. Merci beaucoup. Oui, je sais, Nathan Devers, on pourrait en parler des heures, mais malheureusement, il est 20h31 et Brandon Warrett attend pour son journal permanent.